Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée à étudier en Corée du Sud. Si vous n'avez pas vu la première, c'est pas grave, c'est sur le même thème, mais ce ne sont pas les mêmes sujets. C'est-à-dire que la première vidéo était dédiée aux procédures telles que le visa ou comment s'inscrire. Et dans cette seconde vidéo, comme prévu, je vais vous parler de mon propre retour d'expérience. Je vais vous partager mon expérience car j'ai été étudiant pendant un semestre en Corée à Anyangdae-haegyo. Juste avant de commencer cette vidéo, deux petites informations. Premièrement, cette vidéo n'a pas été préparée dans le sens où j'avais envie que euh, mes réponses viennent naturellement, que ce soit vraiment ce qui me vient instinctivement qui vous soit transmis, parce que je me suis dit, tiens, en fait, ce qui va me venir directement, c'est ce que j'ai vraiment ressenti, c'est ce dont je me souviens le plus, ce qui m'a le plus étonné, le plus marqué, ce que j'ai le plus aimé ou le plus moins aimé. Et je me suis dit, voilà, ça serait un peu comme si quelqu'un me demande comme ça dans la rue, ah, t'as fait un échange universitaire, qu'est-ce que t'en as pensé? Et bah, bim, 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 voilà, c'est vraiment du tac au tac. Ça se trouve, c'est une bonne idée, ça se trouve, c'est une mauvaise idée. En tout cas, voilà, pour cette vidéo-là, j'ai décidé de le faire comme ça. Et deuxième petit point, vous êtes de plus en plus à me suivre, un peu plus de 120 maintenant. Déjà, premièrement, bah, merci beaucoup. Et aussi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un peu plus d'interactivité entre nous. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions par rapport à la Corée, même si c'est par rapport à ce sujet-là. Et moi, j'y répondrai soit dans les commentaires, soit je prendrai des questions pour y répondre à chaque fois en fin de vidéo, ou alors faire une deuxième vidéo par semaine où je réponds à une question ou deux. Je pense que ça peut être très intéressant parce que ça va me permettre d'aborder d'autres sujets, des sujets auxquels je ne vais pas forcément penser, et donc évidemment toujours liés à la Corée, et qui répondront à des questions que vous posez vous. Et voilà, pour donner un exemple, là par exemple, je fais une vidéo sur étudier en Corée, mais vous pouvez très me dire, je sais pas, ouais Mathieu, est-ce que tu es allé au cinéma, comment, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience, pour toi, comment c'est passé, machin et tout, et puis voilà, je ferai une petite réponse en 5 minutes sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé par rapport au cinéma en Corée du Sud. Voilà, c'est vraiment deux choses que je souhaitais préciser. Et évidemment, allez, hein, on va faire le passage. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, tout ça. En tout cas, maintenant, c'est l'heure de la vidéo de mon retour d'expérience sur les études en Corée du Sud. Alors, pour répondre à cette question, hein, vous connaissez introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion avec ouverture, tout ça, tout ça. Je pense que c'est quand même important que je remette très rapidement le petit cadre sur comment moi j'ai été amené à aller en Corée du Sud. Tout simplement, j'étais en master en école de commerce et on a la possibilité d'aller en échange universitaire. J'avais envie d'aller dans un endroit qui culturellement soit vraiment différent, donc éviter des écoles universitaires partenaires en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, parce que même si c'est différent, ça reste relativement proche. Et du coup, j'ai décidé d'aller à Séoul, alors que je ne connaissais rien vraiment de la Corée. Enfin, ok, je savais que Séoul c'était la capitale, je connaissais la différence entre Corée du Nord, Corée du Sud. Mais par exemple, tu me disais Busan, je te regarde, je fais oui, bah, je sais pas de quoi tu me parles. Donc voilà, c'était un choix vraiment très particulier quand j'ai pris cette décision-là. C'était un peu, ça sortait de nulle part, mais je ne le regrette pas. Donc voilà, ça c'était vraiment juste pour expliquer dans quel cadre moi je suis parti et pourquoi j'ai terminé à Séoul en faisant un semestre. Je vais commencer cette vidéo par la conclusion et dire ce que je viens de dire, je ne l'ai pas regretté. Si jamais vous êtes là parce que vous avez vu dans le titre de la vidéo que voilà, avis sur mon échange universitaire en Corée du Sud et que vous êtes juste venu voir ça, sachez que voilà, moi je l'ai vraiment pas du tout regretté. Et là où c'est important, c'est que c'est pas que moi. Tous les gens avec qui j'en ai parlé, qui étaient à Anyang ou dans d'autres universités partenaires en Corée du Sud, je connais honnêtement personne. Personne ne m'a dit ouais j'ai regretté d'avoir fait cet échange. C'est vraiment très positif dans le sens où je connais certaines personnes qui sont allées aux États-Unis et qui au final ont été déçues. Euh, Ça peut arriver, hein. Évidemment, c'est qu'une question de ressenti. Je dis pas si vous y allez, c'est sûr, ça va être la ouf, machin, vous allez adorer. Ça se trouve, vous allez y aller et vous allez être déçu, vous aimerez pas. Ça peut arriver. Mais voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes moi, qui m'ont dit
Dans d'autres pays, ouais, j'y suis allé, au final, j'étais déçu. Ça peut être pour diverses raisons, mais là, en tout cas, en Corée, j'ai vraiment jamais personne qui m'a dit ça. Premier point, après, par rapport, vraiment juste sur l'échange, après, par rapport à la vie en Corée, machin, tout ça, ça va dépendre de vous. Certains ont aimé. Il y a pas mal de personnes, à Anyang en tout cas, qui essayaient, qui s'arrangeaient avec l'école, leur école et Anyang pour rester un semestre en plus, ou d'autres qui du coup même allaient s'inscrire dans une autre université coréenne pour rester un semestre en plus, tandis que d'autres aussi m'ont dit voilà franchement j'ai kiffé ce semestre-là, mais la Corée non, je reviendrai pas avant très longtemps, voire je reviendrai jamais parce que voilà, j'en ai ma dose et j'ai pas envie d'en avoir plus. Donc vous voyez, ça après, sur la perception de la culture du pays, c'est évidemment très différent. Et c'est aussi ça, hein, au final, hein, le but d'un échange universitaire, c'est aussi de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Donc c'est mission accomplie. Après, on aime ou on n'aime pas, ça sera votre propre expérience qui vous le dira. Par rapport aux études, et là ce que je vais dire, c'est vraiment valable uniquement pour les universités. Ça va aussi varier selon l'université et selon le cursus dans lequel vous êtes, mais valider en Corée du Sud, c'est pas compliqué. Donc si vous y allez dans le cadre d'un échange universitaire, vous dites pas oh non, je vais pas aller en Corée parce que c'est des oufs du travail là-bas, ils bossent jusque 2 heures du mat, machin, patati patata, moi jamais je ferai ça, jamais je pourrai suivre, jamais j'aurai la moyenne, jamais je vais valider, donc je vais aller là-bas, mais je vais pas valider, donc ça va me foutre dans la merde pour après. Clairement, vous inquiétez pas, tout le monde valide en Corée. Genre, ne pas valider l'université en Corée, je pense qu'il faut vraiment y aller. Et même pour les étudiants coréens, enfin ceux qui sont dans l'école, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers, 95% des Chinois qui étudient dans des universités coréennes. Euh, donc je vais raccourcir à chaque fois pour dire les étudiants coréens, mais ça veut dire les étudiants de l'université. C'est du coup majoritairement des Coréens, plus quelques étrangers, et dans ces étrangers, majoritairement des Chinois. Mais dans ces élèves-là, honnêtement, pour pas valider, faut y aller. Moi, il faut savoir que sur des cours, j'avais des cours de marketing, de stratégie, euh, j'avais d'autres cours à chaque fois plus ou moins reliés à ce domaine. J'ai des études, enfin j'ai des matières où on m'a dit clairement à la fin de l'examen, juste après l'examen, le prof il disait non mais vous inquiétez pas, tout le monde valide, hein. Pardon. T'es pas censé dire ça, non? T'es pas censé regarder ma copie avant de savoir si je valide? D'autres, ils t'ont pas dit ça, mais ils disent bah, comme vous avez pu voir, parce qu'ils mettaient à chaque fois sur l'exercice sur combien de points c'est noté. Comme vous avez pu le voir, c'était noté sur 180, mais en fait, votre note sur 180, je la rapporte sur 100. Mais il fait pas un ratio, il divise pas par 180 puis il multiplie par 100. Non, non, genre si t'avais 90 sur 180, ta note finale c'était 90 sur 100. Donc c'est pour ça que je dis, ça c'était pas dans toutes les matières, hein, juste dans une, moi j'en avais 5, c'était dans une seule, mais c'est pour ça que je dis ça te pousse quand même à faciliter le fait de valider. Et après, de toute façon, là où après, certains vont se dire, mais pourquoi du coup les Coréens, ils étudient comme des fous malades mentaux à bosser jusque 2 heures du mat en université, même en université, avant les épreuves. La réponse c'est que en Corée, contrairement à la France, les entreprises vont garder ton bulletin de notes. C'est-à-dire que, très clairement, en France, si tu fais une école d'ingénieur ou une école de commerce, il y a d'autres écoles aussi comme ça, enfin, des écoles qui vont fonctionner par concours, tu vas bosser de ouf avant pour passer ton concours parce que tu joues ta vie sur le concours, mais après que tu es dans l'école, je vais pas dire que tu es 100% de chill, mais quasiment quoi. Bah là, en Corée, ça fonctionne pas. Parce que en France, voilà, t'es dans ton école et que t'es 10, 15 ou 19, ça reviendra au même. En fait, c'est ce que les entreprises vont regarder, c'est le nom de ton école et des expériences en association ou des trucs dans le genre. En Corée, ça fonctionne pas comme ça. Ils vont regarder le nom de ton école, bien évidemment, mais aussi tes notes. Donc c'est pour ça qu'ils carburent quand même de fou, de fou, de fou, parce qu'il faut qu'ils aient la meilleure note possible. Donc ça, évidemment, si vous allez juste en échange sur un semestre ou un an, pas trop de problème. Évidemment, si vous allez faire un cursus pour passer votre licence ou votre master en Corée du Sud,
bah, là, vous pouvez pas vous dire mon objectif c'est juste de valider, vous allez devoir carburer parce que je pense si vous faites votre diplôme en Corée du Sud, c'est pour travailler après en Corée. Donc bah, le processus de recrutement il sera valable pour vous aussi. Ça veut dire que les entreprises vont regarder vos notes. Donc il va falloir carburer à fond, à fond, à fond, à fond. Pour ce qui est de l'atmosphère dans les classes, j'ai toujours eu une atmosphère qui était détendue. Moi personnellement, après je ne sais pas pour tout le monde, mais j'ai toujours eu des profs qui étaient ouverts, avec qui tu pouvais parler, tu pouvais facilement aller les voir à la fin du cours si tu avais une question ou autre. Ça, j'ai pas eu de soucis là-dessus, c'était vraiment très cool. Euh, Vraiment, moi, personnellement, par rapport à mon école, euh, en France, et l'école où j'étais en Corée, c'était exactement pareil. Les systèmes étaient vraiment très très similaires, donc j'ai eu aucune différence majeure par rapport à ça. La vraie grosse différence majeure, c'était beaucoup plus silencieux dans la salle, il y avait beaucoup moins de bruit. Et le bruit qui provenait dans la salle, c'était toujours des étrangers qui parlaient. C'était jamais les Coréens qui parlaient, c'était toujours les étrangers. Mais franchement, ouais, voilà. Si vous vous posez des questions vraiment sur les méthodes d'apprentissage à l'université, les façons de travailler, bah, pour moi, dans tout ce qui est marketing, économie, finance, machin, ça fonctionne vraiment pareil qu'en France, où il y a des travaux de groupe, des présentations à faire, tout ce qui va avec. Tout ce système-là, ça fonctionne pour moi, ça fonctionnait exactement pareil. C'est-à-dire que les cours en France où il y a beaucoup de travaux de groupe, bah, j'avais beaucoup de travaux de groupe en Corée, et les cours où en France il y a beaucoup moins de travaux de groupe, plus de travaux personnels, mais en Corée c'était exactement pareil. Donc sur ce point-là, vous ne serez pas perdu. Sur l'ambiance de classe, ça change un peu, mais vous ne serez pas perdu non plus. Les gens s'entraident aussi quand même, et vous aurez des professeurs qui sont accessibles. Justement, et pendant que je suis sur ce sujet-là, j'aimerais aussi préciser un petit truc, apporter une information. Alors ça peut paraître peut-être logique pour certains, mais dans les faits, ça se produit beaucoup. Ma recommandation personnelle, c'est ne vous mettez pas avec les étrangers, ou en tout cas pas avec les Européens et les Américains. Parce que si vous êtes français, vous allez en Corée du Sud, donc vous faites quasiment tout le globe, tu vois, hein. Tu vas de l'autre côté de la Terre pendant un semestre. Moi personnellement, j'ai pas trop compris le délire de beaucoup, vraiment, hein, énormément de personnes qui restaient ensemble. C'est-à-dire que moi un jour je suis arrivé dans un cours de marketing et je rentre et je vois un mec qui était dans mon école en France, il fait ouais vas-y mec, mets-toi, vas-y, viens là. Et je regarde sur la table, c'était des grandes tables de 5 ou 6, il y avait que des Français. J'ai fait bah non mec en fait, je fais bah non, je suis pas venu en Corée pour être avec des Français, tu vois. Donc personnellement ce que je faisais, dès que j'arrivais dans une salle, sur les premiers cours, je me mettais toujours, je visais un peu au niveau du visage, je faisais du faciès, je visais toujours tout ce qui avait une tête d'asiatique. Euh, Parce que clairement, non, je le redis, hein, pour moi ça semblait évident, mais ça s'est vraiment pas du tout passé comme ça. Mais enfin, je concevais pas d'être en Corée pour faire des travaux de groupe avec des Français ou des Belges, tu vois, genre, ah non, j'ai envie de tester autre chose, puis d'être avec, enfin, tu vas dans un autre pays, teste d'autres cultures, d'autres méthodes de travail et tout ça, enfin, je sais pas, t'es là pour ça, quoi. Euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop assimilé, et je le précise parce que ça s'est produit beaucoup, ça s'est vraiment reproduit plusieurs fois pour moi. Enfin, j'avais 4 ou 5 cours, 4 cours, parce que le dernier c'était le cours de coréen donc ça compte pas. Sur ces 4 cours, il y en a un où il n'y avait pas de travail de groupe, donc il en restait 3, et il y en a 2 où il y a majoritairement des gens qui se sont mis ensemble, tu vois. Donc ça fait bon, ça fait que 3 cours, donc tu peux pas faire une moyenne générale là-dessus, mais juste sur ça, sur mon expérience personnelle, ça fait quand même beaucoup. Et je sais, par retour d'autres personnes qui avaient d'autres cours, que ça se passait exactement pareil dans d'autres groupes. Après, je peux le comprendre aussi, dans le sens où la méthode de travail d'autres pays peut être très différente, et parfois ça peut être amené à t'exclure. Je vais prendre des cas concrets. Moi, du coup, j'ai eu la chance, enfin, j'ai provoqué la chance d'être avec plein de nationalités, c'est-à-dire que j'ai eu des travaux de groupe avec
des gens d'Hong Kong, certains de Chine. Vous allez dire c'est le même pays, enfin on va pas rentrer dans ce débat-là. D'autres, j'ai une thaïlandaise, une espagnole aussi. J'ai eu quoi d'autre? Il y en a eu d'autres, des Coréens. Et je crois que c'est tout. Euh, et non, j'oublie un pays. Et de Singapour. Il y a eu beaucoup de personnes de Singapour aussi. Et tu vois, et tu sens vraiment les différences de travail entre toutes ces personnes de différentes origines. Et le pire, on va pas se mentir, le pire ce sont les Chinois. Parce que les Chinois, donc j'étais dans une classe de marketing, travail de groupe, on était 6 ou 7. Je suis tombé avec, il y avait 4 Chinois, une Thaïlandaise et l'Espagnol, plus moi. Et clairement, les Chinois, ils sont pires que les Coréens au niveau de l'anglais. Ils parlent pas. Ils parlent pas. Et ils vont faire leur truc entre eux. Alors bon, j'ai eu la chance, chance entre guillemets, de tomber dans un truc où j'avais un meilleur niveau que les Chinois. Donc ils ne pouvaient pas trop le faire sans moi, le sujet. C'est même plutôt moi qui ai tout fait, quasiment. Mais il y a clairement des groupes, je sais que certaines personnes se sont retrouvées dans un groupe avec des Chinois et les Chinois ils ont tout fait sans rien leur dire, alors qu'eux ils leur ont envoyé des messages en mode ouais, est-ce qu'on se voit, comment on s'arrange pour bosser, machin, patati patata. Les Chinois ils ont fait tout seul, juste entre eux, et ils ont pas mis le nom du mec sur la copie, tu vois. Du coup le mec il a fait un travail de son côté, machin de ça, en disant au prof bah ouais, voilà. Honnêtement, voilà, moi j'ai fait le truc un peu comme je voulais, mais j'ai essayé d'envoyer des messages à mon groupe, ils m'ont jamais répondu. Je sais qu'ils ont fait un truc, mais ils l'ont fait sans moi, machin, tout ça, donc bah, je voulais pas rendre rien, je voulais pas me prendre de zéro. Donc voilà, après ils se sont arrangés comme ils voulaient avec les profs, mais clairement, faut faire attention aussi, parce que, et on va, voilà, hein, je vais pas accuser tous les Chinois, sont pas comme ça, hein, mais au niveau des études en chinois, ils peuvent avoir tendance à vous exclure parce que bah, ils parlent chinois et ils parlent pas anglais, et toi tu vas pas parler chinois, mais tu parles anglais, mais du coup ils vont te laisser de côté. Donc faites attention à ça. Et un petit truc en plus par rapport au groupe d'études. Alors, ce que je vais dire, hein, c'est j'ai rien contre les Chinois, parce que c'est vrai que là ça fait quelques minutes que je suis en train de déblatérer avec les Chinois, vous allez vous croire que j'ai un problème avec eux, pas du tout. Mais faites très attention si vous êtes avec des étudiants chinois et que vous devez faire une présentation de groupe. Faites très attention à la tête du PowerPoint. Parce que, alors évidemment, encore une fois, je vais le dire, disclaimer, attention, ce que je dis, c'est pas pour tous les Chinois, c'est une généralité. Euh, mais c'est quand même une très grosse moyenne des étudiants chinois qui font ça. Pour l'avoir vu moi-même, que ce soit quand j'étais en Corée, dans tous les groupes, dès qu'il y avait des Chinois, ça se passait comme ça. Et même dans mon école, j'ai eu des travaux de groupe avec des Chinois, ça se passait comme ça aussi. Les mecs te font, les mecs et les filles aussi, hein, te font une présentation. Le PowerPoint, c'est un fichier PDF. Vraiment, ils t'écrivent tout dessus. Et t'es là, tu fais, mais c'est pas le but. PowerPoint, tu mets juste des petits mots-clés et c'est toi qui parles. Et eux, ils t'écrivaient tout et ils lisaient. Vraiment, voilà, un étudiant chinois de base, quand il va faire une présentation orale, il va regarder 2 fois l'audience. Avant de parler, il va regarder, c'est bon, tout le monde écoute. Il va baisser sa tête sur le texte, il va lire, il va lire, il va lire. Le dernier mot, il relève la tête. Et après, il regarde le mec d'après qui parle. Et le mec d'après qui parle, il fait quoi? Il regarde, c'est bon, tout le monde écoute, hop, il baisse sa tête, il lit, il a terminé de lire, hop, il relève la tête. Et puis il regarde celui d'après qui va parler. T'as compris la chaîne, hein. Et, euh, et puis bah, pour toi, tu vois, quand t'es dans l'assistance, c'est pas intéressant, tu vois. Le mec, il apporte rien, vraiment. Et puis en plus, vu qu'il parle pas bien en anglais, tu lis plus vite que eux, ils parlent. Et du coup, tu finis le slide, tu finis le monologue genre 2 minutes avant eux, tu vois, alors que ça prend que 30 secondes à lire, mais ils mettent je sais pas combien de temps à le dire parce qu'ils galèrent avec l'anglais. Et tu fais, bah, fais pas ça, s'il te plaît, non, fais pas ça. Et, et pour continuer, voilà, pour les clichés sur les travaux de groupe,
Euh, les Coréens, eux, ils vont pas faire ça. Ils le font un peu moins. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent leur texte sur leur téléphone. C'est-à-dire que le PPT va ressembler plus à un truc européen. Alors, il y aura quand même des grandes phrases qui traînent en général. Mais par contre, après, au moment de faire la présentation, ils ont leur téléphone et ils lisent le téléphone. Ils vont lever la tête de temps en temps. S'il y a un paragraphe, ils vont lever la tête. C'est bon, tout le monde m'écoute encore, ok. Mais pas trop non plus, hein. Et ils font que lire leur téléphone. Boum, 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 boum. Ils ont terminé de lire, ils lèvent la tête. Donc, c'est vrai que c'est particulier. Ça c'est vrai que ça peut étonner. Parce qu'en France, on est quand même beaucoup entraîné à ça. C'est une question d'habitude, hein. C'est vrai que voilà, je rigole un peu d'eux. Euh, Pas méchamment. C'est clairement juste une question d'habitude. Et après, quand ils rentreront dans la vie active, t'inquiète pas qu'ils seront habitués. J'ai déjà vu sur LinkedIn des slides des mecs qui sont haut placés chez Alibaba, tout ça. C'est pas des slides PDF. Hein. Non, 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 non. C'est des trucs, même, la même méthode qu'en Europe, quoi. Juste certains bullet points, des mots-clés. Et les mecs, quand ils font leur speech, ils parlent, quoi. Mais donc c'est vraiment juste ça le truc. C'est vraiment juste une question de pratique et d'habitude. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas ça. Et quand tu tombes là-dessus la première fois, t'es là, tu fais t'as vraiment fait ça? Il n'a pas fait ça. Tu regardes ton voisin, il n'a pas fait ça. Et lui, il te regarde pareil. Rassure-moi, il n'a pas fait ça. Ah si, en fait, il a fait ça. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un peu marrant. Mais voilà, ils vont s'améliorer. Ils vont pratiquer, ils vont s'améliorer. Et si vous avez des personnes chinoises dans votre groupe, et moi, honnêtement, c'est ce que je faisais, et ce que je faisais aussi avec les Coréens, c'est bah, on s'entraînait. Tout simplement. Joseph, voilà, moi, ton truc là, ton slide là, c'est hors de question. Je ferai pas ça. Jamais dans un PowerPoint d'un groupe dans lequel je suis, ça sera une fiche PDF. Donc ça, t'oublies. On va travailler tous les deux. Ça me prendra 10 heures s'il faut que ça prenne 10 heures. Je resterai 10 heures avec toi s'il faut rester 10 heures. Je resterai 15 heures s'il faut rester 15 heures. Mais ta partie, tu vas pas la faire en lisant. Tu feras pas ça. On va faire, ton slide, il va ressembler à ça. Je faisais le slide. Si tu veux mettre des petites modifications, s'il y a d'autres mots-clés, évidemment, t'es pas dictateur, gros. Tu vois là, s'il y a d'autres mots-clés que tu préfères pour t'aider plus à savoir ce que tu vas dire, tu me le dis, on les intègre, on fait un truc qui te conviendra plus, mais ça sera pas un gros PDF. Et je veux pas que tu sois juste comme ça, voilà, regarde, et tu les entraînes. Parce qu'à un moment donné, tu vois, si toi tu as un savoir que eux ont pas, bah, c'est aussi le but d'un travail de groupe. C'est de les aider à progresser. Et moi, honnêtement, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et donc, surtout, bah, faites-le. Si vous avez l'opportunité de le faire, vous dites pas juste oh ouais, non, mais vas-y, c'est bon, fais ton truc, j'en ai rien à foutre. Ou juste non, non, surtout fais pas comme ça. Parce que dire à quelqu'un non, fais pas comme ça, mais démerde-toi, ça sert à rien. Dire à quelqu'un tu fais de la merde, mais pas apporter de solution, c'est inutile. Si vous voyez que quelqu'un est motivé, c'est ma philosophie. Je fais un petit quart d'heure moratoire, hein, apparemment. Mais si vous voyez quelqu'un qui est motivé pour apprendre, bah, donnez du temps à cette personne-là. Sinon, faites pas le travail de groupe. Hein. Je sais pas, c'est que les travaux de groupe sont pas faits pour vous, sinon, mais voilà, moi, ma philosophie, personnellement, c'est que si j'ai quelqu'un dans mon groupe qui est motivé pour apprendre, je peux passer le temps qu'il faut, jusqu'à temps qu'il comprenne, je resterai avec lui. Voilà, je lui donnerai des exemples différents, j'essaierai de reformuler, patati, patata. Le nombre de jours qu'il faut, voilà, plus il faut faire voilà, par plusieurs sessions d'une heure sur plusieurs jours, machin, aborder le truc différemment, je le ferai tout le temps. À partir du moment où le mec il est vraiment motivé, qu'il montre, le mec ou la fille, hein, mais à partir du moment où je vois qu'il y a vraiment une envie d'apprendre, bah, je le ferai. Et faites-le, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Quart d'heure moratoire terminé. On continue la vidéo. Parler de ça, ça me fait penser à quelque chose d'autre, c'est par rapport à la sélection des cours. J'ai dit dans la première vidéo qu'au niveau de la sélection des cours, il faut être super réactif parce que ça part très vite. Alors pour expliquer un peu plus en détail le système, en gros, là ce qui se passe, c'est que les classes vont être selon en tout cas à Nyang c'était soit 30 soit 60, et il y a un certain pourcentage de places qui vont être ouvertes étape par étape. Donc prenons par exemple, au début il va y avoir 10% de la classe ouverte pour
les étrangers sur la première session. Donc t'imagines, c'est-à-dire sur 60 places, il y en a seulement 6 qui vont être ouvertes. Donc si tu veux ta place sur la première session, il faut que tu sois dans les 6 premiers à dire je veux ce cours. C'est premier arrivé, premier servi. Si après, donc tu l'as pas eu ou si tu l'as eu, en tout cas, il va y avoir une deuxième session, mais la deuxième session elle va être juste pour les étudiants coréens. Encore une fois, quand je dis les étudiants coréens, c'est les étudiants de l'université coréenne. Ils vont peut-être ouvrir 20%. Après, ils vont rouvrir 10% pour les étrangers, puis 20% pour les étudiants coréens, donc 20, 20, 40, au total ça fait 60. Et après, ils vont faire une session générale pour tout le monde, où ils vont rouvrir les 40% qui restent. Donc, tu vois, en fait, ils ouvrent plusieurs fois des nouvelles places. Enfin, c'est pas qu'ils ouvrent des nouvelles places, mais ils ouvrent juste un certain nombre de places plusieurs fois. Du coup, ça fait vraiment un petit nombre de places à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il faut être super rapide. Donc, si vous allez en échange universitaire, vous allez devoir sélectionner des cours, ou si vous allez même juste, ça fonctionne en fait, si vous allez faire votre licence ou master en Corée, faites-vous vraiment des plannings, étudiez bien les cours qui vous intéressent le plus, ceux que vous êtes obligé de prendre, ceux que vous n'êtes pas obligé de prendre, patati patata, faites-vous différents plannings et dites-vous, voilà, moi ce cours-là, c'est le plus important. Par exemple, moi j'avais un cours de stratégie qui m'intéressait de ouf, et il n'était qu'une seule fois. Il était qu'une seule fois, donc bah, je suis là, bah, soit j'ai ce créneau-là, soit je suis baisé, j'aurai pas ce cours. Aussi simple que ça. Donc du coup, voilà, quand j'ai décidé, enfin quand j'ai pris mes cours, j'ai d'abord cliqué sur celui-là parce que je le voulais vraiment et qu'il était qu'une seule fois. Donc c'était ma priorité numéro une, c'était avoir ce cours-là. Et donc faites-vous vraiment ces priorités. Dites-vous voilà, donc pour moi là, je vais d'abord prendre ça, après ça, 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 et vous démoralisez pas. Hein. Honnêtement, le jour de la sélection des cours, ton objectif c'est tu rushes le truc. Parce que vu qu'il n'y a que 6 places, 4 places, 7 places, euh, c'est vraiment très faible le nombre de places qui sont ouvertes à chaque fois, ben, il faut vraiment que tu sois ultra réactif. Alors je le précise parce que moi je sais qu'en France par contre dans mon école ça se passe pas du tout comme ça. Euh, c'est tout est ouvert en même temps, toute la classe est ouverte en même temps pour tout le monde et franchement t'as le temps hein, pour que la classe elle se remplisse. Pouh tu peux te connecter 2 semaines après et t'as encore de la place quoi. Donc même sur les cours de 60. Donc c'est pour ça voilà que je vous le précise pour dire voilà vraiment soyez réactifs quitte à ce que je disais dans la vidéo prenez votre journée enfin prenez votre après-midi ou votre matinée pour être sûr de bien pouvoir prendre les cours que vous souhaitez parce que c'est je pense très très important. Petit avertissement par rapport aussi au processus de sélection. Lorsque l'école où vous allez étudier va vous envoyer votre mot de passe, si c'est un mot de passe qui est généré par l'école, changez-le tout de suite. Parce que très souvent, ça va être un truc un peu pourrave, genre votre date d'anniversaire ou votre numéro étudiant, enfin, des trucs pas forcément très compliqués, genre t'as la première lettre de ton prénom et ton nom de famille, enfin, des trucs qui peuvent être très facilement trouvables, un pattern vraiment très simple et qui sera applicable à tout le monde. Et donc, surtout, si c'est ça, changez-le tout de suite. Tout de suite, vous vous connectez et vous changez le mot de passe. Parce qu'en gros, la petite histoire, bon, si vous allez étudier en Corée du Sud, normalement, vous ne devrez pas avoir de souci du coup, parce que là, c'était clairement les Coréens qui étaient accusés, mais j'ai une amie d'enfance qui allait étudier en Chine, et très clairement, quand elle est arrivée, dans l'école, ils lui ont fait, bah écoute, le mot de passe que tu vas voir, change-le tout de suite, parce que les étudiants coréens qui viennent étudier en Chine, en université partenaire, ou même pas, elle était pas en université partenaire parce qu'elle a fait son diplôme là-bas. Donc les étudiants coréens qui viennent étudier dans l'université, vu que le mot de passe il est pour tout le monde, pour optimiser leur chance d'avoir une place, ils vont essayer de se connecter à ta place et de changer ton mot de passe avant. C'est-à-dire que la veille, 2 jours avant, 3 jours avant, les étudiants coréens, ils essayaient, vu que c'est pareil, ton numéro étudiant, c'est un pattern très simple. Ils essayaient tout avec des dates. Eux, en gros, tout le monde avait accès au nom de tout le monde et au nom, prénom et à la date de naissance de tout le monde.
le numéro avec et le numéro étudiant, et voilà, c'est ça. Elle, c'était le numéro étudiant, tout le monde y avait accès, et la date de naissance, et tout le monde y avait accès pour le mot de passe. Donc du coup, les Coréens se connectaient sur les comptes, modifiaient le mot de passe, comme ça, genre, quand toi t'arrivais au moment de sélectionner ton cours, le jour J, t'étais en mode ok, je vais me connecter, et puis t'arrivais, il me disait bah mauvais mot de passe. Alors que t'avais pas changé le mot de passe, tu vois. Donc c'est vraiment changer votre mot de passe tout de suite, comme ça, si jamais il y a une galère comme ça, vous ne l'aurez pas. C'est vraiment très important. Pour continuer la vidéo, on va parler de quelque chose qui m'a plu et déplu en même temps. Dans les universités coréennes, vous allez avoir des associations, vous avez probablement ça dans vos écoles aussi, et ces associations, il y en a certaines qui sont dédiées à s'occuper des étudiants étrangers, et qui donc, du coup, euh, vont vous amener faire des sorties, que ce soit visiter d'autres villes, donc sortir pendant un week-end dans une autre ville de Corée du Sud, ou juste une sortie d'un soir. Et donc ça, c'est vraiment super. Déjà, ça vous permet, de ce que je disais, pas rester qu'avec des étrangers, rencontrer des Coréens pour échanger sur tout et n'importe quoi, que ce soit les études, euh, vraiment la culture, c'est vraiment, vous pourrez parler de vraiment tout et n'importe quoi lors de ces sorties-là, et donc c'est vraiment ça qui est cool. Puis découvrir aussi un petit peu comment les Coréens font la fête, et ça c'est cool, et aussi comment d'autres nationalités font la fête, hein, parce que tu seras mélangé avec les étrangers, donc c'est plutôt sympa vraiment de voir toutes ces différences culturelles. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a grave plu, toutes ces sorties-là. Sur le point qui m'a déçu, là c'était vraiment par rapport aux personnes, hein, ça, là c'est vraiment un problème de personnes, c'est que malheureusement, moi je suis tombé sur, enfin pas que moi, hein, l'ensemble des personnes, on est tombé sur des Coréens qui ont eu la flemme de faire ce qu'ils devaient faire, et qui, par exemple, on est allé, pour donner un exemple concret, on est allé à un match de baseball, on avait 3 ou 4 rangées pour nous tous, et en gros, genre, ouais, on va dire qu'on avait 3 rangées, et sur les 2 premières rangées, il y avait tous les étrangers, et sur la dernière rangée, tu avais tous les Coréens. Donc, moi, cette sortie-là, je l'ai kiffé, parce que je m'étais jamais vraiment intéressé au baseball, mais du coup, c'est la première fois que j'allais voir une partie de baseball, que j'ai regardé en entière, et j'ai vraiment kiffé le sport, l'ambiance dans le stade, elle était vraiment ouf. Donc, tu vois, juste sur ça, j'ai surkiffé. En plus, le baseball, c'est le sport le plus populaire en Corée du Sud. Après, c'est le football. Donc, enfin, tu vois, genre, j'étais vraiment. Ouais, bon, ok, c'est un sport américain, mais qui est ultra implanté en Corée. Et voilà, c'est une partie de la culture coréenne. Et tu vois, donc, t'es content de le découvrir si tu le connais pas. J'étais avec il y a des Américains qui étaient là et qui étaient franchement. L'ambiance, c'est vraiment différent de ce qu'il y a aux US. Aux US, c'est vraiment juste les gens qui viennent par groupe et t'as pas trop de chants, trucs comme ça. Tandis que là, franchement, ça chante tout le temps dans le stade, ça réagit. T'as des groupes de K-pop parfois qui viennent et tout, donc c'est vraiment, vraiment cool. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, hein, si vous allez en Corée du Sud, regardez s'il n'y a pas un match de baseball qui va se passer, c'est vraiment une expérience à faire. Ça coûte pas super cher. Il y a des stades un peu partout, il y a des stades à Séoul, à Incheon, donc vous pourrez très probablement trouver des matchs si vous êtes en Corée du Sud. Si vous y allez en tant qu'étude, enfin en tant qu'étudiant ou sur une période de un semestre ou un an, obligé, forcément obligé, il y aura des matchs. Donc allez-y, vraiment, vous allez vraiment kiffer. Vous êtes là dans un stade complet avec des gens qui chantent et tout. C'est vraiment l'ambiance parfaite. C'est vraiment ouf comme ambiance. Euh, mais du coup, pour revenir à ce que je disais, où là ça m'a déçu, c'est que du coup, le staff coréen était resté entre eux, tu vois. Donc dans une sortie où tu dis, ok, on va faire une activité, mais tu es aussi là pour être avec le staff, parler avec le staff, machin, tout ça. Au final, on s'est retrouvé que entre étrangers. Et ça, c'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé plusieurs fois. Nous, il y avait 2 ou 3 associations qui s'occupaient des étrangers. Et sur plusieurs événements des différentes assos, ça s'est passé. Donc c'est pour ça que moi, après, j'ai carrément arrêté en fait de les faire parce que je me disais, ouais, ça me saoule. Aller visiter ce qu'on va visiter. J'étais là, ouais, soit je pourrais le faire moi-même, soit ça m'intéressera
ça m'intéresse pas à 100%, et bah, si c'est pour être qu'avec des étrangers, vas-y, bah, c'est pas grave, j'irai le faire moi-même tout seul. Et du coup, bah, j'allais le faire soit moi-même tout seul, soit j'y allais pas. Bon, il y a certaines choses où au final j'y suis pas allé, je regrette un peu. Voilà, j'ai fait mes choix, c'est pas grave. Si j'y allais pas, c'est parce que je faisais autre chose. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, moi ça m'a un peu déçu sur ce coin-là. Et je pense que dans pas mal d'assos, ça se passe pareil, parce que les Coréens sont timides. Et donc honnêtement, je pense vraiment que c'est pour ça qu'ils osaient pas, qu'ils se sont pas bien fait les groupes, machin, tout ça, parce qu'ils se sont dit, ouais, on est timide, on parle pas trop bien anglais, machin, tout ça. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ça m'a pas empêché de bien kiffer les événements où j'étais. Et je vois deux autres éléments importants à mentionner sur cette vidéo, sur mon retour, mon avis personnel d'expérience sur être étudié en Corée du Sud. Ces deux choses-là, ça serait sur l'environnement. L'environnement, tant le campus que le logement. Alors, le logement, premièrement, donc, si vous êtes en étudiant, euh, l'université où vous êtes devrait proposer des logements. Pareil, faites attention, il se peut qu'il y ait plus d'étudiants que de logements. Donc lors de la sélection, essayez de vous arranger pour être sûr d'être là et être à l'heure. Faites bien attention au décalage horaire. Je le précise, ça semble débile, mais moi, plein de fois, j'ai des gens qui me font j'ai raté la session, j'ai pas eu les cours que je voulais ou j'ai pas eu le logement que je voulais parce que bah, je suis arrivé 1 heure trop tard. Parce que j'avais pas fait attention au décalage horaire. Comment ça, t'as pas fait attention au décalage horaire? Tu vois ce que je veux dire? C'est... Oh, tu retires 7 heures ou tu retires 8 heures, tu vois, c'est pas trop compliqué normalement, mais vraiment, voilà, faites très attention à ça, parce que c'est dommage de se dire j'ai pas eu un cours que je voulais ou j'ai pas eu une chambre que je souhaitais, parce que j'ai pas fait attention au décalage horaire, tu vois, c'est triste. Donc faites très attention à ça. Euh, Petit point sur les logements. Les logements, dans les universités, vous allez avoir soit des logements seuls, soit à 2, à 3 ou à 4. J'ai réfléchi depuis la première vidéo, il me semble pas qu'il y avait de logements à 6. Je suis plus sûr, mais je crois pas. Euh, Point très important, regardez bien sur comment sont faits les logements et enfin les chambres, machin, tout ça. Euh, Parce que je sais qu'à Anyang, les logements à 3, c'était une chambre de 2 et une chambre de 1. Mais que même, c'est là où c'est tricky, même si tu choisissais la chambre seule, c'était de coutume de laisser l'étudiant le plus âgé avoir la chambre seule. Voilà, je le précise, c'est ce que j'ai entendu dire. Alors, je sais pas si c'était vrai ou pas, mais c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Donc après, à vous de vous arranger. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est là le message que j'ai envie de dire, c'est surtout ça, c'est réfléchissez vraiment bien sur ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez personnellement supporter. Vous allez être, si vous choisissez une chambre à deux, pendant 6 mois, enfin pendant un semestre, un peu moins de 6 mois, tout le temps avec cette personne-là, dès que vous êtes chez vous. Vous savez pas en plus qui ça va être. Ça peut être quelqu'un de très sympa, comme quelqu'un qui va ronfler très fort. Donc, voilà, faut vraiment bien vous dire, ok, est-ce que c'est quelque chose que moi personnellement, est-ce que je peux vivre avec? Voilà, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est vraiment vous. Interrogez-vous, vous, sur vos habitudes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, parce que c'est une façon de vivre, hein. Être à deux, c'est une façon de vivre. Surtout avec quelqu'un que tu connais pas au début, ça peut devenir un super pote, hein. Et très souvent, voilà, dans les colocs, machin comme ça, euh, les gens deviennent des super potes. Mais faut quand même voilà, bien faire attention parce que ça peut pas matcher avec votre personnalité. Évidemment, les chambres seules vont être plus chères que les chambres à 2, qui seront plus chères que les chambres à 3, qui sont plus chères que les chambres à 4. Mais voilà, donc le budget, c'est aussi à prendre en compte. Mais interrogez-vous bien sur ça. Et dites-vous, voilà, est-ce que vaut mieux pas que je paie, je sais pas, je sais plus les écarts de prix, mais 100 euros, c'est même pas autant que ça, 20-30 euros de plus par mois pour être seul. Et bon, bah, en compensation, je sais pas, je sortirais un peu moins, tu vois.
tu vois, réfléchissez bien vraiment à ce genre de truc. Se dire, voilà, je sais pas, si vous dites, vous voulez sortir tout le temps et essayer d'aller voir une nouvelle ville, machin, patati patata, bah, au lieu de se dire, voilà, je vais sortir tous les week-ends dans une nouvelle ville, bah, un week-end par mois, je resterai sur Séoul, et bah, ça compensera, et ça permettra de se dire, je suis dans une chambre seule, plutôt que d'être avec d'autres gens, si vous préférez vraiment être seul. Euh, Réfléchissez donc vraiment bien, prenez votre temps, un temps de réflexion par rapport à ça, et agissez en âme et conscience, parce que à partir du moment où vous y êtes, c'est trop tard. À partir du moment où vous y êtes, vous pouvez plus faire marche arrière, euh, parce que ça veut dire que vous allez annuler alors que ça a déjà commencé, donc on va vous rembourser moins. C'est-à-dire qu'en général, jusque la veille, on va vous rembourser la totalité du montant, mais à partir du jour J, on va vous rembourser que 90 ou 80%, et plus ça va, moins on vous rembourse. Donc, faut faire attention à ça. Puis, c'est-à-dire que si jamais vous arrivez, vous faites oh putain, là, je m'entends pas avec la personne, machin, mais qui peuvent pas vous bouger, bah, ça veut dire que vous allez devoir trouver un autre logement. Mais évidemment, bah, l'autre logement, vous allez devoir le payer, mais vous ne serez pas encore remboursé parce que le délai pour que l'école vous rembourse, bah, ça va peut-être être 10, 15, 20, un mois, 20 jours ou un mois, tu vois. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu avances peut-être 500, 600 euros pour ce nouveau logement alors que tu n'as pas été remboursé, donc faut pouvoir le faire. Donc faites vraiment très attention, posez-vous les bonnes questions avant de faire ce choix. Et ça, c'est vraiment valable, même si vous allez en PVT ou autre. Voilà, est-ce que vous préférez être dans une guest house ou un goshiwon? Est-ce que voilà, un goshiwon ou un appartement 2 pièces? Parce que vous savez que si vous êtes dans un goshiwon, vous allez péter un câble parce que être dans un one room comme ça, c'est pas pour vous. Voilà, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Est-ce que je préfère être dans un goshiwon au centre de Séoul ou un 2 pièces un peu plus loin de Séoul, tu vois? Je préfère peut-être être à Anyang. Du coup, les loyers sont un peu moins chers, donc je peux avoir un peu plus grand, mais en échange, je suis un petit peu plus loin de Séoul. Voilà, au lieu de pouvoir être n'importe où dans Séoul en 30 minutes, j'ai 1 heure de métro pour arriver à Séoul. C'est vraiment des questions à se poser, mais réfléchissez bien avant de faire ça. Peu importe la raison pour laquelle vous allez en Corée, réfléchissez bien, parce que l'environnement, c'est le plus important. Il n'y a pas de juste je rentre chez moi juste pour dormir. Ça fonctionne si tu pars 2 semaines en vacances. Tu pars un semestre, ça fonctionne pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de je suis chez moi juste pour dormir. C'est faux. Tu te dis ça, mais c'est faux. Et pour terminer, toujours sur cette question d'environnement, le campus. Les campus sont très gros. C'est très américanisé. En France aussi, hein, je dis ça, mais c'est vrai qu'en France aussi, on a des campus qui sont très gros. Quand je vois le campus de Lumini, enfin pour l'université de Aix-Marseille, le campus de Lumini, il est fat, hein, vraiment, il est super gros. Mais la différence, c'est qu'en Corée, euh, déjà il est très gros, mais t'as pas des kilomètres d'espace avec rien dedans, tu vois. Je sais que le campus de Lumini, parfois tu vas marcher, tu n'auras aucun bâtiment, c'est juste une route pour rejoindre un autre bâtiment. Et il n'y a rien, puis t'as que des salles de cours, puis les bâtiments ils vont pas être très hauts. C'est vrai qu'en Corée, à Nyang, franchement, je pense que tu as tous les bâtiments qui font 10 étages. Tu marches pour faire d'un bout à l'autre, tu en as peut-être pour une demi-heure. Enfin, c'est un truc de malade. Tu as une station de métro, tu as un hôpital dans toutes les universités. Enfin, Yonsei, tu as un hôpital aussi à Yonsei. J'ai pas fait toutes les universités, je sais pas c'est où l'université de toi si tu en as, mais Yonsei, tu as un hôpital. Anyang, tu as un hôpital. Enfin, donc, l'hôpital est très répandu en Corée du Sud dans les universités. Donc c'est vraiment des très très grosses structures. T'as des polices de campus. En France, mec, t'as quoi? T'as un mec de la sécu qui regarde ton sac à moitié quand tu rentres, tu vois. Eux, ils ont une police du campus avec des voitures police campus, tu vois. C'est pas le même monde. Euh, T'as pas mal de self aussi. À Nyang, c'était 4 self où tu peux manger pour vraiment pas cher, la nourriture qui est bien. Et d'ailleurs aussi par rapport à ça, euh, si tu résides, si tu prends un logement sur le campus ou juste à côté, tu auras tout le temps des petits restaurants non loin du campus, juste à côté de l'école, qui vont être pas chers pour que tu puisses manger et tout. Donc ça c'est vraiment cool. Par rapport à ça aussi,
c'est à vous de faire votre choix, mais je pense que si vous partez un semestre, vous pouvez vous décider de sortir tous les soirs et d'aller au resto ou de vous faire juste des nouilles. Euh, Parce que en soi, si vous vous dites ah ouais non, je vais me cuisiner moi-même des trucs, c'est-à-dire que vous allez devoir acheter des poêles et tout ça. Donc tu peux aller à Daiso, ça coûtera pas très cher, mais tu vas en faire quoi de tes poêles? Tu vois, tu vas pas les ramener en France parce que ça te prendra du poids, du place dans la valise. Donc c'est-à-dire que tu vas t'arranger soit pour les vendre ou pour les donner à des assos. Donc tu vas prendre du temps à la fin de ton voyage pour faire ça. Tu n'auras pas envie de faire ça, tu vois. Tu auras juste envie de profiter à fond tes dernières sorties, tes dernières visites de musées, de quartier, tes dernières sorties en boîte ou autre, tu vois. Tu n'auras pas la tête à te dire oh ouais youpi je vais aller essayer de vendre ma poêle, tu vois. Enfin, voilà, après, encore une fois, hein, c'est vraiment des questions personnelles de ce que vous voulez faire ou non. Mais je pense que si vous partez un semestre, vous pouvez dire je vais au resto tous les soirs, ça coûte pas cher du tout là-bas le resto. Donc enfin, ça peut coûter cher. Tu peux avoir des restos à 30 ou 30 euros, tu vois. Mais tu peux trouver des restos qui te gavent pas cher, ouais, pour même pas 5 euros, tu vois. Et au final, si tu cuisines là-bas, ça te coûtera 5 euros par repas facile à chaque fois. Donc tu peux vraiment bien t'arranger. Enfin, bien t'arranger. Tu peux t'organiser pour faire en sorte que ça te coûte pas trop cher en allant te manger des bibimbap, des kimbap, des nouilles, enfin, varier vraiment tous les soirs, on va avoir des trucs différents. Et voilà, être healthy, être en bonne santé et que ça coûte pas trop cher sans avoir acheté trop de matos de cuisine parce que ça va être galère pour toi pour t'en occuper après. Et voilà, c'est en parlant de manger que va se terminer cette vidéo. J'espère pas vous donner trop faim, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et surtout, comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à commenter en posant une question par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport à autre chose en lien avec la Corée pour que j'y réponde dans une autre vidéo. Ça sera vraiment avec grand plaisir, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, je pense que ça peut vraiment créer de la bonne interaction entre nous. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, appuyez sur les bons boutons, tapez sur votre clavier et surtout, merci de m'avoir suivi et à bientôt.